Imaginez, vous vous baladez dans Paris un vendredi matin de juin. La brise rafraîchissante du matin vient caresser délicatement votre joue droite, les gazouillis chaleureux des oiseaux du printemps bercent votre ouïe gauche et l'architecture majestueuse des monuments historiques stimule votre admiration du talent, de la finesse et de la créativité. Au bout de quelques instants, vous jetez un rapide coup d'œil à votre montre, elle affiche 9h13. Au même moment, vous tournez la tête à droite et là, stupéfaction, qu'est-ce que vous venez d'apercevoir? La superstar américaine du dernier blockbuster qui sort de la boulangerie avec une baguette sous le bras et un croissant entre les dents? Non. Votre vieille amie d'enfance que vous n'avez pas vue depuis le collège? Non. Un chimpanzé en salopette sur un vélo qui fait des selfies? Non. En fait, face à vous se dresse une gigantesque prison. Votre regard est attiré vers la gauche, vous tournez la tête et là, bim, un bus jaune tout droit sorti d'un film américain, rempli de prisonnières arborant fièrement la tenue orange iconique des personnes en détention. Ces prisonnières prennent alors place dans la prison qui recouvre la façade entière de bâtiments qui comportent 12 cellules distinctes. La grande question du moment, c'est pourquoi? Quel est l'objectif de ce déploiement, de cet événement? Eh bien, tout simplement, il sert à annoncer la sortie de la 3e saison de la série phare de Netflix, Orange is the New Black. La série à succès prend ainsi vie sous les yeux des passants. Cette opération créative met encore plus Netflix au cœur de notre quotidien. Oui, parce que Netflix est passé maître dans l'art de communiquer de manière différente, de manière originale et de manière plus ou moins farfelue depuis sa création. C'est l'une des forces de l'entreprise et l'une de ses stratégies marketing clés. L'histoire de Netflix débute en 1997 dans la Scott Valley en Californie lorsque les entrepreneurs et développeurs de logiciels américains Reed Hastings et Mark Randolph abandonnent leurs entreprises respectives pour se lancer dans une nouvelle aventure. Ils ont alors pour objectif de fonder une entreprise de location de films et de séries en DVD à travers l'ensemble du pays grâce à un site internet. Cette idée, Reed Hastings, cofondateur de l'entreprise, l'a eue d'une façon pour le moins particulière. Est-ce que vous connaissez ce film? En réalité, la cassette de ce film est à l'origine de l'idée de création de Netflix. Si vous avez moins de 25 ans, probablement que les vidéoclubs ne vous ont sûrement pas été familiers. Les vidéoclubs sont des boutiques de services qui permettent de louer des films, c'est-à-dire de les visionner à son domicile avant de les rapporter au magasin. Durant les années 90, aux États-Unis, un magasin en particulier était pionnier de la location de vidéos, Blockbuster Video. Les vidéos pouvaient être louées pendant 2 jours maximum. Au-delà, le locataire risquait une pénalité. Ce fut le cas de notre cher Reed Hastings qui, après avoir loué le film Apollo 13 au magasin Blockbuster, eut un retard non pas de 1 ou 2 jours, mais de 6 semaines. La cause? Il a tout simplement égaré la cassette du film. Résultat, une pénalité de 40$. Il raconte d'ailleurs cette anecdote. J'ai eu une grosse pénalité pour le film Apollo 13. J'avais 6 semaines de retard et je devais 40$ au vidéoclub. C'était ma faute, j'avais égaré la cassette et je n'osais même pas en parler à ma femme. Qui aurait cru que cette cassette qui a tant tracassé Reed serait à l'origine de l'entreprise pionnière du streaming? Et poursuit en racontant aussi, plus tard en allant au club de sport, je me suis rendu compte qu'il avait un business model bien meilleur que celui des vidéoclubs. Pour un forfait de 30$ par mois, vous pouvez utiliser l'ensemble de leur équipement à volonté. Si on relie les 2 anecdotes, cela donne Netflix. Ça, c'est le logo de Netflix de 1997 à 2000. Vous pouvez remarquer qu'il est complètement différent du logo rouge iconique que nous connaissons aujourd'hui. En marketing, le logo est un symbole qui représente la marque et qui sert à l'identifier plus facilement et à la différencier des autres. Il est considéré comme le reflet de l'identité de la marque. Le logo s'inscrit dans une stratégie de branding. Ce dernier renvoie à la gestion de tous les aspects culturels liés à l'image de la marque afin de transmettre aux consommateurs un univers positif. Dans ce logo, on peut voir Netflix écrit avec une police noire, générique et omniprésente à l'époque. Le mot net et le mot Flix sont séparés par une bande de film violette. C'était en effet 2 mots distincts, net qui renvoie au web et Flix qui découle de Flix, un synonyme tiré de l'argot qui signifie film en anglais. Durant les années 90, le branding et le marketing étaient de plus en plus à la mode. Les entreprises se battaient pour tirer leur épingle du jeu à travers une marque forte et différente. En parallèle, les consommateurs de leur côté cherchaient de plus en plus des marques auxquelles ils pouvaient s'identifier. Les marques s'inspiraient davantage de Nike et de sa virgule iconique en tâchant de créer des logos plus simples et plus mémorables. Ça, Netflix l'a compris un peu plus tard puisque leur logo s'inspirait énormément de ce qui se faisait dans les années 90 avant d'avoir un virage à 180 degrés dans les années 2000 suivant le mouvement jusqu'à obtenir le logo que nous connaissons aujourd'hui. Le logo devient axé sur le rouge, considéré comme la couleur la plus visible. Le rouge du logo Netflix symbolise la passion, l'énergie et le pouvoir. Pourquoi je vous parle du logo? Parce que c'est un très bon exemple du sens du détail, de l'impact du branding et du positionnement de Netflix. Bref, revenons à nos moutons. Netflix se veut novateur et révolutionnaire. Comme précisé précédemment, l'entreprise a au départ comme activité principale la location de vidéos par correspondant. Plus besoin d'aller chercher une cassette dans son vidéoclub. Les consommateurs commandent leurs films sur le site de Netflix et il arrive sous forme de DVD directement dans la boîte aux lettres dans une enveloppe.
Quand les gens avaient fini de profiter du film, ils devaient renvoyer le DVD simplement de la même manière qu'ils l'avaient reçu, c'est-à-dire par voie postale, dans la même enveloppe. L'interface du site ressemblait à ça, puis pour aller dans la logique du nouveau branding de Netflix en 2000, à ça. Mais au début, cette idée ne rencontre pas un succès fou. Les deux fondateurs racontent avoir bataillé pendant de nombreuses années avant d'arriver à s'imposer dans le marché de la location de films. À la fin des années 90, la location de films était déjà un marché en déclin. C'était un véritable défi de vouloir renouveler l'expérience, vouloir changer les habitudes en proposant une nouvelle expérience unique, différente et originale, s'avérait être un véritable défi. Netflix tente donc, comme on l'a vu, de relever ce défi avec les DVD. Le problème, seuls 2% des Américains ont un lecteur DVD à la maison. Reed avoue même que lui aussi ne savait même pas ce que c'était qu'un DVD. Ben oui, à l'époque, le maître incontesté, c'est celle-là, la fameuse VHS. Elle est d'ailleurs à l'origine de l'essoufflement du marché de la location de films, puisqu'elle est coûteuse à fabriquer, complexe et peu fiable en termes de reproduction et d'image de son. C'est en regardant le marché japonais que Reed Hastings eut l'idée du DVD. Commercialisé au Japon par Toshiba, plus léger, plus facile à fabriquer et plus intéressant car les PC peuvent également le lire, il se dit que si le DVD explose au Japon, il y a de fortes chances qu'il soit importé aux États-Unis et qu'il explose également. Il anticipe donc cela, se lance dans le marché de la location de films en DVD et également dans la vente par correspondance de films et séries toujours en DVD. Et il a eu raison sur sa prédiction, le pourcentage de lecteurs DVD au sein des ménages américains explose progressivement jusqu'à atteindre les 79% en 2006 selon une étude de CNN. Dès le lancement du site Netflix en avril 98, les commandes fusent jusqu'à faire cracher le site au bout de quelques heures seulement. Netflix avait bien préparé son buzz dans les newsgroups des fans de technologie et avait réussi à susciter la curiosité autour de l'avènement de cette innovation qu'était le DVD. Là on a envie de se dire, bah tout va bien alors, où est le problème? Le problème c'est que Netflix ne générait des revenus que sur ses ventes de DVD. Sur les 94 000 $ générés durant les 2 mois qui ont suivi le lancement du site, seuls 1 000 $ provenaient de la location de films. Pas du tout encourageant pour une entreprise dont c'était justement l'activité principale. Les deux fondateurs décident alors d'arrêter la vente de DVD et de se focaliser uniquement sur la location de films, ce qui était mal parti. Dans son livre That Will Never Work, The Birth of Netflix and the Amazing Life of an Idea, paru en 2019, le cofondateur Mark Randolph, quitta Netflix en 2003, nous éclaire un peu plus sur les autres difficultés auxquelles lui et Reed ont été confrontés. Le service de location de films de DVD a peiné à trouver son marché. Ce service proposait une expérience d'achat qui revoyait totalement les habitudes des consommateurs, ce qui ne leur a pas forcément plu. Netflix calquait d'abord le business model des vidéoclubs en proposant aux consommateurs de louer des DVD à l'unité pour la somme de 3,95 $. Le service avait également plusieurs pain points. Un pain point est un problème irritant auquel est confronté le client. Par exemple, en termes d'opération interne, l'expérience de livraison puis de récupération des DVD était nouvelle et peu pratique au début pour le client. Mark Randolph explique que par conséquent, les ventes stagnaient. L'entreprise décide alors de proposer un service plus organisé. En effet, un abonnement mensuel appelé All You Can Watch Subscription permettait de louer à volonté des films pour 19,95 $. Le site web proposait une sorte de queue virtuelle où le consommateur choisissait l'ordre dans lequel il voulait que ses films lui soient livrés et les DVD étaient automatiquement envoyés à chaque fois que le précédent était retourné par l'internaute. De plus, pour susciter encore plus l'intérêt des internautes, Netflix offrait les 3 premières locations de films. Cela faisait partie de sa politique prix de pénétration qui consiste pour les nouveaux entrants d'un marché à offrir en quelque sorte des cadeaux sous forme de produits ou des services gratuits, mais aussi à fixer un prix relativement bas pour attirer de nouveaux clients. Grâce à tous ces éléments, l'entreprise réussit à trouver son marché et rencontre un succès retentissant puisqu'elle passe de 107 000 abonnés en 99 à près de 1 400 000 en 2003. Mais l'entreprise continue à faire face aux difficultés. Certes, elle a réussi à décoller, mais ce succès tellement inattendu qu'il a été mal anticipé. L'entreprise en fait les frais et subit des problèmes de logistique, des indisponibilités du site web, des mauvais films envoyés, des difficultés à anticiper les phases de croissance, etc., qui ont éventuellement conduit à un licenciement massif. D'ailleurs, j'ouvre une petite parenthèse. Si vous êtes à l'aise avec la langue de Shakespeare, vous pouvez retrouver en détail les principales erreurs, problématiques et difficultés rencontrées par l'entreprise au sein du podcast de Mark Randolph qui porte le même nom que son livre. Parenthèse refermée. Ces difficultés n'ont néanmoins pas empêché l'activité de location de films de l'entreprise d'atteindre son pic au milieu des années 2000. En 2005, elle affichait un catalogue riche de 5000 films et séries et envoyait plus d'1 million de DVD par jour. En 2006, elle atteint les 6,3 millions d'abonnés et génère plus de 80 millions de $. La raison principale de ce succès, très certainement la stratégie marketing de la marque. Premièrement, la marque déployait sa stratégie marketing à travers une véritable volonté de différenciation, avec pour preuve l'aspect des enveloppes dans lesquelles elle envoyait les DVD à ses clients. À l'origine, ces enveloppes étaient toutes simples, elles ressemblaient à ça. Sans le logo, on pourrait même les confondre avec un courrier du fisc. Ensuite, à partir de 2000, Netflix fait de la couleur rouge sa couleur mythique. Les enveloppes ont donc une place importante dans le branding de la marque et deviennent logiquement rouges et blanches. Au-delà de transporter les DVD, ces enveloppes étaient un véritable outil de communication marketing. Netflix s'en servait pour développer l'engagement de ses clients. L'entreprise a eu cette idée en remarquant que les enveloppes qu'elle recevait lorsque ses clients renvoyaient les DVD étaient parfois recouverts de graffitis. Elle s'en inspirera pour proposer des enveloppes adaptées à différents contextes. Vous aviez par exemple l'enveloppe spéciale Noël
Noël, ou encore la spéciale Halloween, et même la spéciale Shrek à l'occasion de la sortie du film. Au-delà d'être un atout marketing majeur, l'enveloppe Netflix devient alors une véritable icône de la pop culture américaine des années 2000. Vanessa Fisk, directrice marketing de Netflix pendant 4 ans, explique d'ailleurs dans la vidéo des Iconic Red Envelope que travailler sur l'aspect de ces enveloppes permis d'avoir un véritable impact sur la perception et la valeur des clients. Elle dit « Ce que j'aimais quand je rencontrais des clients Netflix, ils me disaient tous qu'ouvrir une enveloppe Netflix, c'était comme ouvrir un cadeau de Noël. L'engagement à la marque est tellement fort que certains clients racontent même avoir collectionné toutes les enveloppes qu'ils avaient reçues. L'extérieur de l'enveloppe était travaillé, mais l'intérieur également. Le client pouvait y retrouver des recommandations de films, des éléments d'actualité autour de la marque, voire des concours auxquels il pouvait participer. Il faut se remettre dans le contexte de l'époque, les réseaux sociaux n'existaient pas encore, ces enveloppes étaient donc stratégiques pour communiquer et renforcer le lien avec le client. Ce qui m'amène logiquement à l'autre stratégie marketing majeure utilisée par Netflix, la personnalisation. D'ailleurs, c'est une méthode qu'elle continue d'appliquer aujourd'hui. Bien souvent, la personnalisation combine l'intelligence artificielle et le marketing. C'est le principe par lequel une marque personnalise un contenu, une publicité, un email ou encore un mailing en fonction des critères de ses clients pour maximiser son efficacité. C'est un élément déterminant pour le client. Une étude de 2018 d'Accenture Strategy, le cabinet de conseil, a révélé qu'un Français sur 2 passe à la concurrence s'il estime que son expérience d'achat n'est pas assez personnalisée. Là où Netflix a fait fort, c'est qu'elle l'a adopté dès les années 2000 et était plutôt précurseur pour son temps. L'entreprise personnalise en effet l'expérience d'achat de ses clients dès l'an 2000 à travers un algorithme plutôt bien développé, puisque sur le site de la marque, les clients pouvaient profiter de conseils personnalisés pour leur prochaine location. Netflix recommande alors aux spectateurs une liste de films et de séries inspirées de leur historique personnel. Le fonctionnement de cet algorithme était à l'époque volontairement tenu secret par Netflix, notamment pour ne pas faire profiter la concurrence comme Blockbuster. Grâce à ces 2 principales stratégies, l'entreprise réussit donc à atteindre son objectif de départ, à savoir devenir l'acteur numéro 1 de la location de films en ligne aux États-Unis dans les milieux des années 2000. Netflix poursuivra cette activité et notamment l'envoi de ses enveloppes mythiques jusqu'en 2015. En 2007, presque 10 ans après le lancement de cette activité, Reed Hastings anticipe que la location de DVD sera dans moins de 10 ans en déclin et décide de tout chambouler une nouvelle fois. Il dit, je cite, « Les entreprises meurent rarement pour avoir bougé trop rapidement, mais elles meurent souvent pour avoir réagi trop lentement. C'est là que la société opère une révolution et prend le chemin que nous connaissons aujourd'hui, celle de l'offre de streaming. » Reed prédit la future explosion du streaming comme pour le marché des DVD en 1997. Il dit, en 2005, les films sur Internet arrivent et à un moment donné, ils deviendront un gros marché. Cette même année, YouTube naît, ce qui conforte encore plus Reed dans l'idée de se tourner vers le service de vidéo à la demande, fameuse VOD. Ce service de streaming permet aux abonnés de regarder des films et des séries sur l'ordinateur en temps réel. Comme à ses débuts avec la location, la demande escomptée n'est pas au rendez-vous. Netflix perd en un mois 800 000 abonnés. Heureusement pour Netflix, cela ne durera que quelques mois. Fin 2007, le bilan est plus que positif. L'entreprise compte 7,5 millions d'abonnés, soit une augmentation de plus de 20 points par rapport à 2006. En plus, la rentabilité est nettement supérieure avec le streaming. Au début, le streaming n'est disponible que sur PC, puis Netflix s'associe avec différentes sociétés d'électronique pour permettre le streaming, notamment sur la Xbox 360, les lecteurs de disques Blu-ray, les décodeurs de télévision, la PlayStation ou encore les Smart TV. Il est alors quasiment impossible d'échapper à Netflix. Résultat, les abonnés à Netflix ne cessent d'augmenter jusqu'à atteindre les 12 millions en 2009. Aujourd'hui, Netflix est la plus grande plateforme de streaming vidéo au monde et propose un catalogue de plusieurs milliers de films, séries et documentaires. Elle possède, à l'heure où je tourne cette vidéo, plus de 213 millions d'abonnés dans plus de 190 pays. Et en termes de stratégie marketing, la marque a compris qu'il fallait être présent sur plusieurs canaux et utiliser des méthodes de communication différentes afin de toucher plusieurs cibles. L'arrivée des réseaux sociaux a facilité la communication de Netflix. Elle a su développer une communauté élargie de fans, mettre en place des campagnes originales s'adressant à cette communauté, mais également à un public beaucoup plus large. En marketing, on parle à la fois de social selling et de social media marketing. Le social selling consiste à utiliser les réseaux sociaux pour atteindre des prospects potentiels. Le social media marketing consiste à structurer ses actions sur les réseaux sociaux pour une communication plus interactive en respectant son éthique et ses valeurs. Netflix combine les deux car elle veut à la fois divertir sa communauté et en même temps l'élargir. Netflix possède 81 millions d'abonnés sur Facebook, 30 millions sur Instagram, 8,7 pour le compte français, 18 millions sur Twitter et 7,8 pour le compte français. Ces communautés sont assez dantesques et Netflix se doit donc d'être réactif. Sur Facebook et Instagram, elle poste entre 3 et 5 publications par jour, tandis que sur Twitter, elle en poste minimum 6. Twitter est un des réseaux sociaux favoris de Netflix puisqu'il lui permet de mettre en avant les valeurs de la marque ainsi que la personnalité et la culture qui se veut chaleureuse, conviviale et plutôt décontractée. D'ailleurs, le tout premier tweet de Netflix France illustre bien ça. Netflix a donc cette volonté de vouloir briser la glace avec ses abonnés afin d'instaurer avec eux une proximité. Les community managers de Netflix s'efforcent donc de garder cette ligne de conduite en répondant très souvent aux abonnés, en les divertissant ou encore en les conseillant.
Cela a suscité des moments quasi devenus phares, puisqu'il existe même plusieurs articles classant les tweets les plus drôles qu'ont pu faire les community managers. Mais là où Netflix arrive à sortir du lot dans sa communication sur Twitter, c'est par son habile utilisation du newsjacking. Le newsjacking, c'est une stratégie marketing qui consiste à naviguer entre humour et viralité. Il s'agit pour un community manager de s'emparer d'un fait d'actualité, d'un événement ou d'un buzz pour le détourner à son avantage. Netflix sait rebondir sur un buzz tout en jouant la carte de l'humour. Par exemple, le 30 septembre 2020, un bruit sourd s'est fait entendre à Paris, en Ile-de-France, à 11h56 très précisément. Il a provoqué pendant de nombreuses minutes la panique et la confusion. Beaucoup pensaient à une... Ça a été même clairement entendu lors du tournoi de tennis de Roland Garros qui avait lieu au même moment, où les deux tennismen ont même fait une pause d'étonnement et d'inquiétude. Et c'est à ce même moment-là que Netflix publie ce tweet-là, qui fait référence à leur fameux son qu'émet l'application lorsqu'on s'apprête à visionner une vidéo. D'ailleurs, le to doom devient carrément une expression Netflix. Lorsqu'on tape dans la barre de recherche de Google, le lien est directement fait avec Netflix, notamment grâce à une promotion plus qu'une expression. La volonté de créer un jargon spécifique autour de la marque pour renforcer le branding, c'est un bel exemple de volonté de créer un univers avec ses propres codes, son propre jargon, pour maximiser l'adhésion, la fidélité et l'attachement à la marque. C'est également le cas pour l'expression américaine Netflix and Chill, qui est devenue l'un des slogans de la marque. La légende dit que l'expression vient d'ailleurs d'une des abonnées de Netflix. Comme avec les enveloppes, ce sont les abonnés qui inspirent Netflix. Aujourd'hui devenue populaire, cette expression a dépassé le cadre de Netflix puisque la signification a évolué. À l'origine, elle était utilisée pour inviter une personne à regarder des films. Aujourd'hui, elle est davantage utilisée dans le cadre d'une situation, d'une personne qui veut rencontrer une autre personne ou qui veut la draguer autour d'un film. En ce sens, cette expression a même inspiré en 2016 une application de rencontre basée sur le partage de centres d'intérêt, TikiTalk, qui a figuré pendant plusieurs mois dans le top 15 des réseaux sociaux les plus téléchargés sur l'App Store. Enfin, comme pour la location de films DVD, Netflix use de la personnalisation marketing pour le streaming. On parle même aujourd'hui d'hyper-personnalisation. Appliquée cette fois-ci au streaming, l'objectif est d'augmenter le temps de visionnage des vidéos. Par exemple, Netflix regarde quel abonné a regardé quelle série, quand et pendant combien de temps. Cindy Holland, vice-présidente des contenus originaux Netflix, raconte « Ces données nous aident à identifier les domaines d'intérêt car nos utilisateurs nous disent le type de vidéo qu'ils souhaitent regarder à travers la fréquence à laquelle ils appuient sur le bouton de lecture. Cela permet donc d'offrir aux internautes des expériences personnalisées et in fine de renforcer leur relation avec la marque. L'expérience client est fortement améliorée, les abonnés passent moins de temps à chercher du contenu et plus de temps à les regarder, d'où une hausse du binge-watching, qui est une pratique consistant à regarder plusieurs épisodes d'affilée sans s'arrêter. Selon une étude de Limelight Network, en 2019, près de 9 Français sur 10 qui regardent des vidéos en ligne sont adeptes du binge-watching. L'hyper-personnalisation doit néanmoins être utilisée à bon escient. Le client reste imprévisible, il peut avoir envie de sortir des sentiers battus et de plus de diversité dans ses recommandations. Tous ces éléments marketing ont aidé Netflix à réussir à devenir le leader mondial du streaming vidéo. Récemment, Netflix a fortement profité de la crise sanitaire puisque la fermeture des cinémas a renforcé sa position de leader. Elle gagne plus de 15,8 millions d'abonnés au premier trimestre 2020 contre 9 millions à la même période en 2019. Le confinement était la période idéale pour beaucoup de Netflix and Chill. En 2012, Netflix rêve plus grand et se lance dans la production de programmes originaux que l'entreprise produit elle-même comme des séries, films ou documentaires. Ces programmes ne sont disponibles que sur la plateforme de Netflix, ce qui permet un sentiment d'exclusivité. L'aspect différenciant des séries originales de Netflix repose sur le fait que les épisodes sortent tous le même jour, contrairement au rythme hebdomadaire proposé par l'ensemble des autres plateformes de streaming, ce qui a pour conséquence de renforcer le binge-watching et par conséquent la fidélité. La première production originale Netflix a été la série Lilyhammer, diffusée en 2012, une série de drame de 3 saisons. Pour vous teaser un peu, cette série relate l'histoire d'un mafieux new-yorkais qui, après avoir dénoncé certains de ses collaborateurs, s'exile à Lilyhammer, une petite ville norvégienne. On y voit donc l'évolution de ce personnage et le choc des cultures auxquelles il fera face. Depuis, Netflix ne cesse d'investir dans la création de programmes originaux, quitte à s'endetter. Et pour cause, l'une de ses premières productions originales a eu un succès retentissant, pavant ainsi la voie pour d'autres programmes importants. Il s'agit de Orange is the New Black, série iconique de Netflix sortie en 2013. Elle se base sur l'autobiographie de Piper Kerman qui s'intitule Orange is the New Black, My Year in a Woman's Prison. Cette série nous plonge dans le milieu carcéral féminin. Ce qui explique en partie le succès de cette série originale Netflix, c'est son aptitude à aborder avec justesse des sujets puissants tels que MeToo, viol, l'addiction, l'immigration, etc. Le tout en nous plongeant dans le quotidien de femmes brisées par la vie et qui se battent pour s'en sortir. Ce succès a ouvert la voie à d'autres séries du même genre. Netflix a compris à travers le succès de cette série que ce qui attirait son public, c'était des séries auxquelles il peut s'identifier, originales et représentatives, notamment des minorités. Petite parenthèse concernant ce dernier aspect, les séries Netflix sont très représentatives des minorités comme la communauté LGBT. Cette
Cette volonté d'inclusion, souvent critiquée par certains, qui jugent même qu'elle est surreprésentée, Netflix essaie toujours dans ses campagnes de communication de rebondir sur les critiques pour en tirer profit ou pour partager sa vision et sa culture. Comme vous pouvez le voir à travers cet exemple, ou encore celui-là, quoi qu'il en soit, ces productions originales Netflix permettent à l'entreprise de passer à une étape supérieure dans sa stratégie de communication, de positionnement et de fidélisation. Il s'appuie notamment sur la stratégie du teasing pour promouvoir ses programmes originaux, puis il renforce la promotion grâce à des opérations marketing d'envergure originale et souvent plutôt bien réussies, et ils en profitent pour mettre le paquet, notamment au niveau des programmes les plus populaires. C'est d'ailleurs un exemple illustrant ces opérations marketing XXL pour les séries originales Netflix. Ça me fait penser d'ailleurs à un exemple illustrant parfaitement ces opérations marketing XXL à travers l'une des communications centrales autour de la série La Casa de Papel. On est en plein mois de juillet 2019 à Paris. Netflix s'apprête à sortir la 3e saison de sa série à succès La Casa de Papel. Pour nous faire passer le message, Netflix a mis le paquet. Imaginez, vous prenez votre train tranquillou à la gare du Nord ou à la gare de Lyon, vous levez la tête via les gigantesques écrans pour déterminer le quai d'embarquement de votre prochain train, et là vous apercevez un phénomène étrange, l'écran freeze comme s'il était victime de hacking. Les informations disparaissent pour laisser place à un discours, disons une allocution d'Alvaro Muerte alias El Profesor, un personnage emblématique de la série qui s'adresse à tous les passagers de la gare pour les inciter à rejoindre la résistance. Et ce n'est pas tout, El Profesor pirate aussi une partie de la presse nationale, ainsi que les spots TV, puisque les publicités Domino's Pizza, Lindt ou encore Seat ont été interrompues en plein milieu par un message d'El Profesor. Selon certains, la légende raconte qu'il a même hacké les rêves des gamins pour annoncer la sortie de la saison 3. Plus récemment, avec la série Squid Game, Netflix a encore frappé fort. Il est quasiment impossible d'avoir échappé à cette série, même en vivant dans une grotte. Le plus de 142 millions de vues, c'est la fiction la plus regardée sur Netflix, et ce, en une seule saison seulement. Cette fois-ci, l'opération XXL de Netflix n'a pas servi à annoncer la série, mais plutôt à surfer sur la vague de son succès. Effectivement, le week-end du 2 au 3 octobre 2021, soit 2 semaines seulement après la sortie de la série, Netflix ouvre un pop-up store à Paris. Les fans y sont donc invités à vivre 2 des 6 défis issus de la série. Oui, la série relate les péripéties d'une centaine de Sud-Coréens endettés qui se sont embarqués dans un jeu pour gagner une somme conséquente d'argent. Ce jeu consiste à relever 6 défis dans lesquels ils sont amenés à jouer à des jeux d'enfants, et au pire, s'ils perdent, ils sont éliminés. Au mieux, s'ils arrivent au bout, en tout cas l'heureux gagnant empoche 45,6 milliards de won, soit l'équivalent de 34 millions d'euros, ce qui a de quoi en tenter plus d'un. Pas vrai? En tout cas, cela a tenté des milliers de personnes, comme le démontrent les énormes files d'attente devant le pop-up store. Les fans ont par exemple pu jouer à un jeu qui consiste à découper un biscuit selon une certaine forme sans le casser, et sous le regard attentif de gardes masqués supposés tuer les joueurs en cas d'échec dans la série, pour une immersion complète dans l'univers de la série. En bref, ces 2 exemples nous montrent comment Netflix a su s'imposer dans le marché ultra concurrentiel de la vidéo à la demande, et je dirais même dans le marché plus global de l'attention. Ils maîtrisent parfaitement l'art du teasing et savent comment capter l'attention, la maintenir en créant un univers propre, original et différenciant. Même si elle maintient sa place de leader incontestable du streaming avec 221,64 millions d'abonnés, très récemment fait face à ses vieux démons, puisque pour la première fois depuis 10 ans, elle perd 200 000 abonnés dans le monde par rapport à fin 2021. Elle estime même une perte de 2 millions d'abonnés au 2e trimestre. Plusieurs causes sont avancées. La hausse du prix de ces abonnements, l'abonnement basique passe de 7,99 à 8,99 par mois, le basique de 12,99 à 14,99 et le premium de 17,99 à 20,99. Le contenu perd en qualité, en tout cas selon une part des abonnés qui deviennent de plus en plus critiques quant au choix de Netflix d'arrêter certaines séries pourtant très appréciées, à l'image d'Anne with a E, et d'au contraire continuer des séries très décriées comme Riverdale. Le partage des mots de passe, c'est une problématique ancienne mais dont les conséquences sont importantes. Plusieurs personnes profitent de Netflix gratuitement grâce au partage de mots de passe de leurs proches. Netflix considère que cela serait le cas pour 100 millions de personnes. La concurrence, Netflix reste leader mais subit la concurrence récente d'Amazon Prime Video, HBO ou encore Disney+. Pour l'instant, elle a une longueur d'avance, notamment grâce à toutes les stratégies marketing qu'on a vues, mais les concurrents pourraient vite rattraper. À voir comment Netflix arrivera à résister et à faire face à tous ces problèmes. En conclusion, finalement, tous ces éléments expliquent bien pourquoi et surtout comment Netflix est devenue l'entreprise leader dans son marché. En effet, elle sait parfaitement s'adapter aux attentes spécifiques de chaque abonné en le faisant sentir unique et considéré. Elle met également tout en œuvre pour le divertir et le faire sortir de sa zone de confort avec des campagnes chocs et originales. La marque est un véritable modèle en termes de marketing et de communication et a bien compris l'importance de toucher un maximum de cibles à travers le monde pour faire de leurs clients de véritables ambassadeurs. Our job is to inspire, not to manage. If you've got high-performing employees, you can broadly set context and focus on inspiration to stimulate the best creativity amongst people to create great ideas that help your company move forward. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu, qu'il a été utile, instructif et source de réelle valeur ajoutée. Si oui, faites-le moi savoir en laissant une appréciation, un commentaire et en partageant à d'autres personnes de votre entourage qui pourront également être inspirées. Si vous voulez aller plus loin, alors je vous invite à découvrir les autres contenus à forte valeur ajoutée sur le site amadium.com. Pour être notifié des futurs podcasts et bénéficier de clés, pépites et astuces
approfondie, rejoignez dès maintenant la communauté Amadium en laissant simplement votre email sur le site. Encore merci pour votre attention, votre intérêt et votre confiance. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode.